Nous passons maintenant à la thérapie régénérative. C'est une technique qui nourrit de grands espoirs. Et c'est Nadia Fatallah qui est pionnière dans cette technique et reconnue mondialement comme spécialiste qui va nous faire cette présentation. Bon, merci à tous d'être là. Vincent m'a confié ce sujet qui est difficile mais qui est passionnant. Et donc, je vais commencer déjà par la définition de la thérapie régénérative parce que je pense que c'est un sujet qui est un peu flou pour certains d'entre vous. Donc, c'est une thérapie qui est axée sur la réparation, le remplacement ou la régénération des cellules, de tissus ou d'organes pour restaurer une fonction altérée du corps humain. Donc, il y a plusieurs modalités. Il y a d'une part la thérapie génique, où on injecte du tissu génétique dans les cellules pour restaurer, pour traiter une maladie. La thérapie cellulaire, où on va greffer des cellules pour restaurer une fonction. Il y a l'ingénierie des tissus, où on va injecter un biomatériel qu'on a fabriqué in vitro, et même carrément la production d'organes artificiels. En tous les cas, ce qui nous concerne, c'est la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire qui connaît un essor considérable depuis une quinzaine d'années, et on voit le nombre de publications qui explose et qui impacte toutes les spécialités médicales et chirurgicales. Alors, je vais m'intéresser aux applications en proctologie. Je ne vais pas revenir dessus. Vous connaissez tous les cellules souches mésenchymateuses allogéniques d'origine adipocytaire qui ont déjà l'AMM en Europe dans le traitement des fistules anales de la maladie de Crohn. Donc l'alofisel, qui est la molécule commercialisée, et depuis 2020 en France, dans le traitement des fistules complexes, en échec d'une biothérapie optimisée chez des patients qui sont en rémission luminale ou en faible activité. Alors, un petit rappel pour le mode d'action des cellules souches mésenchymateuses. Donc, c'est un mécanisme d'action qui est un peu complexe et davantage démontré in vitro. Donc, ils ont une action anti-inflammatoire immunomodulatrice avec une action directe sur ces cellules de l'inflammation, mais également indirectement par un effet paracrine avec des sécrétomes, des vésicules extracellulaires, un effet pro-angiogénique, ce qui fait que ça permet de réparer les tissus endommagés. Me concernant dans cette présentation, je ne vais pas attaquer les cellules souches. En tous les cas, je vais juste me focaliser sur les produits dérivés du tissu adipeux et vous verrez après du sang. Alors, les produits dérivés du tissu adipeux, qui sont la fraction vasculaire stromale ou ce qu'on appelle le culot cellulaire, mais également le tissu adipeux fragmenté. Alors, l'avantage, c'est que ce type de produit contient également des cellules souches, en quantité certes infime, de 1 à 10%, mais il y a un mécanisme d'action qui est commun. L'origine autologue empêche les réactions de rejet. Sachez-le qu'on ne peut pas injecter de l'allogénique du moment où on a des cellules immunitaires et des cellules hématologiques dans ce type de tissu. C'est moins coûteux. La méthode est moins contraignante puisque en fait, on prélève le tissu le même jour que l'injection et puis en fait il y a un rôle anti-inflammatoire d'autres cellules qui sont dans le tissu adipeux comme les péricytes et les précurseurs endothéliaux qui peuvent avoir un effet synergique anti-inflammatoire, angiogénique qui agissent en concomitance avec les cellules souches. Alors il y a les produits dérivés du sang. Alors, tout le monde connaît le PRP, donc c'est communément un peu connu partout, et le plasma riche en fibrine. Toujours des intérêts, puisque ça contient des facteurs de croissance et des chymokines qui ont un effet prolifératif et angiogénique qui est essentiel dans le mécanisme de guérison. Toujours l'origine autologue, c'est moins coûteux, c'est très facile, vous allez voir. Et puis, une action toujours synergique avec les cellules souches par un mécanisme de prolifération et pro-angiogénique. Alors, comment on produit tous ces dérivés ? Alors, je vais commencer par la fraction vasculaire stromale. Alors, sachez-le que tous les produits qui dérivent du tissu adipeux nécessitent une procédure de liposuction. Donc, pour la fraction vasculaire stromale, il y a deux méthodes. Il y a la méthode de digestion enzymatique qui a été décrite en premier. Donc, on fait une liposuction. On passe le produit en laboratoire de thérapie cellulaire pour éliminer tout ce qui est tissu huileux et aqueux. On récupère la fraction vasculaire stromale et puis on réinjecte. Donc le patient est endormi 2 fois et la procédure est un peu longue.
En alternative, s'est développée la méthode de fragmentation mécanique, donc, qui nécessite toujours la procédure de liposuction. Et par la suite, le produit récupéré est centrifugé une première fois. On a 3 couches, on récupère la partie du milieu, on fait une sorte d'émulsification entre 2 seringues, et puis on récupère et on refait une centrifugation, et on récupère 1 cc de SVF. Donc de 15 cc, on passe à 1 cc. Vous voyez que le rendement n'est pas terrible. Donc, entre digestion enzymatique et mécanique, la digestion enzymatique est plus coûteuse, plus chronophage, avec une action enzymatique qui peut être différente d'un lot à un autre. Mais assurément, il y a un meilleur rendement et le produit est davantage purifié. Ceci étant dit, la méthode mécanique est quand même plus facile, plus rapide, moins coûteuse et maintient le contact avec la matrice cellulaire, ce qui fait que la viabilité des cellules et le fonctionnement est meilleur. Mais le rendement, comme on a vu, on passe de 15 cc à 1 cc, donc le rendement est très bas, avec une possibilité de distorsion mécanique des cellules et un taux significatif de débris cellulaires qui sont potentiellement pro-inflammatoires. Donc, je passe au tissu adipeux, donc ça va vous intéresser, parce que c'est ce qu'on fait de plus en plus maintenant. Donc, il y a 3 méthodes de fragmentation. Donc, on a la lipostructure et l'hypofilling selon Coleman. Alors, Sidney Coleman a mis en place ce processus en 1996 qui permet d'extraire le tissu adipeux sous forme de lobules, donc avec des canules trouées. Sachez-le que le tissu adipeux avant, quand on l'injectait, il était résorbé très rapidement. Avec l'injection de lobules, ça se maintenait davantage en place. Et par la suite, on a remarqué qu'on avait besoin peut-être de produits un peu plus fluides pour injecter dans des zones superficielles comme le visage, mais également dans les fistules anales qui sont fibreuses. Et donc, on utilise à ce moment-là du microfat avec des canules plus petites et un mécanisme de fragmentation. Et puis enfin, on a le nanofat, donc ça évolue de plus en plus, donc un produit qui est carrément liquide, avec des canules plus petites, un système d'émulsification, filtration, et puis en fait, au final, on a une sorte de mélange de SVF et de microfat. Alors pour le PRP, vous allez voir, c'est hyper facile, c'est un truc qu'on peut faire même en consultation. Donc c'est un prélèvement sanguin avec un anticoagulant en centrifuge, et en fait, on récupère toujours la partie du milieu qui est le PRP. Pour le PRF, c'est un produit qui est très, très utilisé en maxillofacial. Le PRF, on prend le sang prélevé et on le met à centrifuger, mais sans anticoagulant, ce qui fait qu'on obtient une substance solide avec une partie qui est hématique, une partie jaune qui est fibrineuse et qui est riche en facteurs de croissance. Donc on va couper la partie fibrineuse et on va l'utiliser comme une sorte de colle ou de plug. Vous voyez, donc vraiment c'est très complexe. Hein. Et en termes de résultats des études, les fistules cryptoglandulaires, donc on a tout utilisé, la fraction vasculaire stromale, 4 études, il n'y a pas d'essai contrôlé randomisé, mais certes un taux d'efficacité qui est quand même bon, entre 50 et 80%, et surtout sans complications. La fermeture de l'orifice interne se faisait à chaque fois par une suture simple, sauf pour une étude où on a fait un lambeau, et dans une étude de Schouten, on a mélangé fraction vasculaire stromale et PRP, donc il y a beaucoup de mélanges. Comme je vous ai dit, l'effet est synergique, donc on essaie de combiner. Par la suite, le tissu adipeux, efficacité de 51 à 86%, un essai contrôlé randomisé italien avec 4 groupes. Le design est un peu curieux parce qu'elle a comparé des méthodes de chirurgie standard avec plus ou moins du tissu adipeux. Et au final, en fait, à 6 mois, il n'y avait pas trop de différence. Mais quoi qu'il en soit, dans les autres études, il y avait un avantage à proposer ce traitement. Toutes les études ont utilisé la méthode de Coleman, sauf une étude italienne de Landini qui a utilisé du microfat. Et puis pour le PRP et PRF, il y a beaucoup plus d'études, beaucoup plus de patients, un suivi beaucoup plus long. Ce qu'on peut retenir, il y a un essai contrôlé randomisé qui a comparé PRP en plusieurs injections versus lambeau. Il y avait un avantage du PRP par rapport au lambeau. Il y a une étude aussi qui a comparé VAFT avec colle versus VAFT avec PRF. Et donc, il y avait un avantage du PRF par rapport à la colle. Troisième conclusion qu'on peut tirer de ces études, qu'il y avait un avantage de fermer l'orifice interne par un lambeau versus la suture simple.
Voilà, alors pour l'incontinence anale, donc j'ai trouvé une seule application qui est l'injection de tissu adipeux autour de l'anus pour traiter l'incontinence anale. Donc on peut faire ça avec ou sans guidage échographique dans l'espace intersphinctérien ou dans l'espace sous-muqueux. Seulement 4 études. Une étude pédiatrique pour les patients qui ont des incontinences anales sur malformation. Donc un taux d'efficacité qui était très bon, avec plus de 80% d'amélioration aussi bien sur le score d'incontinence, la qualité de vie et le score de Wexner. 0 complication. Donc peut-être c'est un traitement à envisager comme bridge entre le traitement médical et avant de proposer la neuromodulation sacrée. Ceci étant dit, il faut faire davantage d'études pour, d'une part, confirmer ces résultats et d'autre part, sélectionner les patients qui seraient candidats à cette thérapie. Et enfin, je vais finir par le sinus pyloïdal infecté. Vous savez très bien que la problématique du sinus pyloïdal infecté, c'est la durée de cicatrisation. Et donc là, enfin, la littérature est quand même très riche. Et on a même 4 essais contrôlés randomisés qui ont comparé l'injection de PRP dans les suites d'une chirurgie de sinus pyloïdal versus pas de PRP. Et donc, on a quand même 2 méta-analyses qui ont conclu que, en fait, l'injection de PRP réduisait le délai de cicatrisation, la douleur post-opératoire et la durée de l'arrêt de travail. Et même la dernière méta-analyse recommandait d'utiliser le PRP de manière régulière dans le post-opératoire du sinus pyloïdal. Donc, pour conclure, les produits dérivés du tissu adipeux et du sang ont des applications multiples en proctologie, sont d'utilisation plus facile, avec un moindre coût que les cellules souches, peuvent être associés pour une action synergique. On peut associer PRP, tissu adipeux, donc on peut tout combiner. Semble avoir une bonne efficacité avec un bon profil d'innocuité, mais les résultats sont encore très préliminaires et surtout qu'on n'a pas d'études head-to-head versus cellules souches, ce qui fait que c'est des résultats à prendre encore avec des pincettes. Merci. Merci Nadia. Une question dans la salle. Merci beaucoup Nadia pour cette très belle présentation. J'avais juste une petite question, si j'ai bien compris. En plus des cellules souches, il y a souvent une fermeture de l'orifice primaire. En fait, oui. En fait, il y a toujours, parce que c'est des effets anti-inflammatoires, donc ils partent du principe qu'il faut fermer l'orifice interne pour éviter le passage des selles, et puis on fait l'action anti-inflammatoire, régénératrice, toujours cette combinaison. Et toi, dans ton expérience, tu fermes comment l'orifice primaire ? Alors en fait, si l'orifice primaire est large, je fais un lambeau. Si il est petit, fermeture par suture. Merci. Ouais. Bonjour, merci Nadia. Et pour les fistules cryptoglandulaires, est-ce que vous faites un drainage préalable En fait, oui, on fait un drainage préalable pour individualiser la fistule. On s'assure que la fistule est bien drainée, le plus souvent en IRM. Si on est sûr cliniquement, bon, c'est pas... Voilà. Et puis, en fait, on fait en seconde intention l'injection et puis la fermeture de l'orifice interne. Ouais. Donc, il y a un délai de minimum de mois, le temps de cicatrisation après le premier temps opératoire. Juste une dernière question. Pour le sinus pyloïdal, ça réduit de combien de temps la cicatrisation en moyenne? En moyenne, ils disent que de 1 mois. Alors j'ai même vu des études avec du laser. Donc ils injectaient après le laser. Ça réduisait d'1 à 2 semaines. Même le pit picking donc ils associaient dans tout. Donc ça réduit la douleur et la durée de cicatrisation. En moyenne de 1 mois. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci Nadia.